Kaléidoscope, le magazine des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Bonjour, bienvenue dans Kaléidoscope, l'émission des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, comme chaque vendredi, pour parler de l'actualité de la vie en Touraine. Au sommaire aujourd'hui, bien entendu, les régionales sont au cœur de l'actualité. C'est plutôt la surprise dans notre région centre, comme dans 5 autres régions, le Front National est en tête. Afin d'illustrer ces élections, nous vous emmènerons dans les coulisses, là où des citoyens choisissent de s'investir pour, selon eux, un bon fonctionnement démocratique. Mais au fait, quelles sont les compétences de la région ? Dans l'économie, vous avez tout ce qui est les aides aux entreprises, la partie tourisme, la partie recherche et transfert de technologie, puis la formation professionnelle. Donc ce deuxième bloc, il fait à peu près 155 millions d'euros. Fabien Burgot vous parlera start-up et salut nazi. Et en fin d'émission, nous vous emmènerons dans une famille si écologique qu'elle se rapproche du zéro déchet. La surprise, donc, pour ces élections régionales. En tête du centre Val-de-Loire avec près de 30% des suffrages, le candidat du Front National, Philippe Loiseau. Vient ensuite la liste des Républicains UDI de Philippe Vigier avec 26% et 24% pour le président socialiste sortant, François Bonneau, pourtant majoritaire dans notre département d'Indre-et-Loire. Les Verts ont décidé cette semaine de s'allier au Parti socialiste, malgré bien des désaccords, comme par exemple sur la question de l'aéroport de Tours. Avant les traditionnelles estimations de 20 heures, il faut passer par une étape incontournable, celle du dépouillement. Les petites mains des élections sont des citoyens bénévoles. Ils sont une cinquantaine à la mairie de Tours. Esteban s'y est rendu dimanche soir pour l'ouverture des premiers bulletins. Et bien souvent, ce sont des habitués qui comptent les voix. Parfois même des habitués de longue date comme Guy, qui participe à l'organisation du scrutin depuis le début des années 90, il nous livre la clé pour compter sans se tromper. Il faut beaucoup de rigueur. C'est pas plus difficile que de compter des moutons. Sur ce bureau de vote-là, nous avons toujours eu une unanimité, aussi bien sur le nombre de signatures que le nombre d'enveloppes. On n'a pas à recompter 36 fois. On décompte les voix haut et fort et puis on revérifie toujours. L'une des conclusions du soir, c'est qu'il manque des votants à l'appel. À peine plus de 50% des inscrits se sont déplacés. Stéphane, autre bénévole, avance quelques explications. C'est une question de responsabilité individuelle, je pense, et puis sans doute aussi une question d'éducation, de connaissance aussi du système civique du pays. Je pense que c'est important. Important, oui, mais peut-être pas encore bien intégré par les plus jeunes. 65% des 18-34 ans se sont abstenus lors de ces élections. Jean a 87 ans, il a toujours voté. De passage au dépouillement, il estime que ces élections sont trop floues pour les jeunes citoyens. On devait supprimer le département, on ne l'a pas supprimé. On devait modifier les communes. Finalement, on se retrouve comme avant, et d'autant plus dans cette région, que la région n'a pas changé. Il faut des choses plus simples que cela. Toucher les plus jeunes pourrait aussi rajeunir les bureaux de vote. Autour des tables de dépouillement, la moyenne d'âge des scrutateurs, comme on les appelle, atteint facilement les 50 ans. On rappelle que les électeurs peuvent venir assister au dépouillement après la clôture des bureaux de vote. Une bonne façon de voir la démocratie en action. Les régions sont relativement récentes. Elles ont été créées il y a 29 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles les électeurs ne connaissent pas vraiment leurs compétences. Jean-Daniel Ekman, directeur général des services de la région Centre-Val de Loire, les détaille. Des compétences qui tournent autour de l'éducation et de la formation et qui forment un ensemble très cohérent autour des lycées, l'enseignement supérieur, et l'apprentissage, les formations sanitaires et sociales. Et tout ça, ça forme un bloc qui fait à peu près 300 millions d'euros. Ce sont des dépenses quotidiennes qui servent à faire fonctionner tous ces établissements. Et le deuxième gros bloc qui prend de l'importance, c'est le développement économique. Donc dans l'économie, vous avez tout ce qui est les aides aux entreprises, la partie tourisme, la partie recherche et transfert de technologie, puis la formation professionnelle. Donc ce deuxième bloc qui fait à peu près 155 millions d'euros. Ensuite, il y a un troisième bloc, c'est celui des transports et essentiellement le ferroviaire, ce qu'on appelle les TER. Là, ça fait 200 millions d'euros. Après, il y a un autre bloc, les territoires, parce que la région centre est une de celles qui met le plus d'argent en subventions d'associations, de communes, d'intercommunalités, de départements. Donc ça fait à peu près 100 millions d'euros. Et puis, c'est 3200 collaborateurs, dont plus de 80% travaillent dans les lycées. Jean-Daniel Ekman, le directeur général des services de la région Centre-Val de Loire, au micro d'Estelle Lévesque. À noter qu'à partir de 2017, les régions s'occuperont des transports scolaires et interurbains, une compétence jusqu'ici dévolue aux départements. Le premier tour des élections régionales a donc donné un résultat inédit et même surprenant. Déjà début décembre, avant le scrutin, un sondage Ipsos interrogeait 600 personnes sur Internet. Et Fabien Burgot, bonjour. Bonjour.
Ce sondage analyse les raisons pour lesquelles les habitants de la région votent. Oui, de moins ceux qui ont voté, puisque dans la région, un peu moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes, une tendance à la baisse par rapport à la moyenne nationale. Alors 3 thèmes intéressent principalement les électeurs, dans l'ordre le développement économique, l'évolution des impôts et le maintien des services publics de proximité. Et cette question des services publics est jugée importante dans la région, beaucoup plus que la moyenne nationale. Autre conclusion de l'étude, celle la plus étonnante sur la vision du bilan de la région, à majorité socialiste. Il y a autant de contents que de mécontents de la gauche, mais presque 43% des personnes interrogées avouent ne pas connaître suffisamment le bilan pour voter, une donnée qui interroge sur l'information donnée aux électeurs, qui se rendront donc une nouvelle fois aux urnes dans 2 jours, avec une triangulaire Parti Socialiste, Union de la Droite et Front National vainqueur dimanche dernier. Mais l'hypothèse d'un FN majoritaire au Conseil régional inquiète. Ce serait une mauvaise nouvelle pour la moitié des électeurs et une bonne pour un quart seulement. Mais ce quart, justement, se fait entendre dans les urnes. Entre ce sondage et les résultats du vote, on mesure le poids de l'abstention. Enfin, 4 électeurs sur 10 dans notre région veulent sanctionner la politique de François Hollande avec leur vote. Rien de bien nouveau. En France, la politique nationale déteint toujours sur les élections intermédiaires. Merci Fabien, et on rappelle que la campagne officielle s'arrêtera ce soir à minuit. Silence radio donc avant les résultats dimanche 20h. Notre invité cette semaine, alors Esteban Pinel, bonjour. Bonjour. Vous recevez Ligaya Morland, membre du conseil d'administration du MEDEF en Touraine, pour évoquer les enjeux économiques de ces élections régionales. Bonjour Ligaya Morland. Bonjour. Donc on le disait, vous êtes récemment élu au conseil d'administration. Mais bon, le milieu associatif, entrepreneurial, vous connaissez. Vous êtes vice-présidente de l'Union Tourangelle des associations d'ingénieurs. Vous étiez présidente de la jeune chambre économique de Tours et également membre de la chambre du commerce et de l'industrie. Très rapidement, les élections, elles étaient attendues. Il y avait une envie de changement parmi les chefs d'entreprise. Alors les élections sont attendues puisque de toute façon elles vont avoir un impact fort sur l'économie tourangelle et l'économie en général. Ce qui est important dans le contexte actuel, c'est la loi NOTRe qui est tout l'enjeu des prochaines semaines et des prochaines années, et le redécoupage territorial est ce que les entreprises vont pouvoir en retirer. Et justement, en région centre, la région elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une région un peu plus petite. Quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce qu'il y a une appréhension justement, un risque de déclassement, une inquiétude ? Alors une inquiétude, non. Je pense qu'on a au moins un avantage sur les régions qui sont fusionnées, c'est que nous, on ne bouge pas. Donc ça veut dire que la structure est déjà installée et que ça nous permettra de gagner un petit peu d'avance sur celles qui ont besoin de se restructurer. Après, il faut que nous en tirions nous-mêmes les avantages. Comme par exemple prendre un petit peu d'avance sur les autres régions, mettre en valeur plus notre marketing territorial et commencer à avancer avant les autres. Voilà. Et on peut noter aussi que du coup la région centre c'est quand même plus que 3,3% du PIB national. Aucune région fait pire. Comment on fait pour attirer justement des entreprises ? Comment on fait pour mobiliser, pour créer une dynamique ? Écoutez, vu comme vous le dites, je pense qu'on ne peut faire que faire mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'au moins on a un objectif, c'est d'avancer. On a quand même pas mal de pôles de compétitivité, on a un aéroport, on a pas mal de choses quand même en région centre et en Indre-et-Loire particulièrement. Entre le tourisme, la compétitivité, sur le numérique, sur la construction, sur tout ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Ça veut dire, on parlait d'un inconvénient justement d'être une plus petite région, condensée. Finalement, est-ce que, tel que vous le dites, on peut le décrire comme un avantage parce que les structures sont connues, il y a des circuits peut-être préférentiels. Est-ce que vous ressentez justement qu'il y a un bon échange et que ça peut déboucher sur des choses assez intéressantes pour la suite ? Ça peut. Il faut simplement que nous nous mettions en ordre de marche. C'est ce que nous avons essayé de faire, notamment nous par exemple un événement qu'on a organisé au mois de mai qui s'appelait Touraine Terre de Réussite et qui permettait de mettre autour d'une table à la fois les entreprises et les élus locaux. Donc on a réussi à mettre dans le pôle Vinci, dans le centre des congrès Vinci, on a fait venir 700 chefs d'entreprise et la totalité des communautés de communes. Et ça nous a permis d'échanger et de créer une dynamique qu'on espère pouvoir voir perdurer dans les prochaines semaines. À l'approche des élections, donc vous avez rencontré les candidats.
Vous leur avez fait pas mal de propositions. Est-ce que vous pouvez nous les détailler et nous les expliquer un petit peu? Bien sûr, donc on a fait à la fois un document qui touchait les candidats de la région centre, donc les têtes de liste régionales, et également les interlocuteurs locaux en se basant sur l'Indre-et-Loire. Et on leur a fait des petits documents qui partaient des priorités directes ou indirectes en matière d'économie et notamment dans le tourisme, puisque nous sommes le premier département touristique de la région. Nous avons fait des propositions aussi en ce qui concerne l'export et l'industrie. On est le 2e département de la région Centre-Val de Loire en nombre d'exportateurs. Sur le numérique, avec la French Tech Loire-Vallée. Sur les infrastructures qu'il faut soutenir, comme l'aéroport, l'élargissement de la 10, une 2e ligne de tram à Tours, etc. La construction, la formation et les collectivités locales. Voilà. Et justement, alors, c'est un petit peu le partage. Est-ce que on est plus dans une dynamique de soutenir les entreprises? On sait qu'il y a des propositions qui évoquent un fonds d'aide public. Ou alors justement de pousser sur les pôles de recherche, d'innovation. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Tout à fait. Il y a 2 choses à voir. La première, c'est la baisse de la pression fiscale, parce que nous avons une très forte pression. Moi-même, vous avez cité tous mes mandats associatifs, mais je suis moi-même chef d'entreprise de ma société de Zelinfo Service qui fait de l'informatique. Donc on subit tous une grosse pression. Donc déjà faire la diminution des pressions, ça serait déjà bien. Et puis permettre un accès plus facilité aux aides, parce qu'il y a plein d'aides, notamment des fonds européens. Et nous, en France, on est déjà très peu capables d'utiliser ces fonds européens. Il faudrait simplifier les démarches et les rendre accessibles aux entreprises. Est-ce que vous avez senti que les candidats étaient assez sensibles, parce qu'il y a des contraintes budgétaires assez prégnantes quand même? Ça peut déboucher sur des choses, quel que soit le candidat élu? Eh bien, on va espérer. C'est tout ce qu'on espère. Quel que soit le candidat, on espère qu'ils seront à même d'aider au dynamisme de la région. Voilà, retrouver ce dynamisme, donc voilà les mots qu'on va retenir. Merci Ligaya Morland d'être venue dans ces studios aujourd'hui. Merci à vous. Kaléidoscope sur RCF Touraine.